Bonsoir et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne Proutot et je suis déléguée générale à la vie culturelle. Il y a un beau service culturel à la Cato où travaillent également Aurélie Chilot et Mallory Jarry. Et nous sommes vraiment heureuses de vous accueillir ce soir pour ce cycle, ce beau cycle qui s'appelle En Résonance. En Résonance, j'irai vraiment dans l'inspiration aussi des travaux d'Hartmut Rosa. Et vous pourrez repartir avec ce beau petit flyer où vous verrez qu'après cette première soirée inaugurale qui est vraiment assez exceptionnelle, vous allez pouvoir entendre d'autres personnalités, d'autres parcours qui nous diront justement comment la réponse qu'ils ont apportée aux appels du monde. La comédienne Annie Dupéret, le chercheur, l'historien spécialiste de la guerre 14-18 Stéphane Audouin-Rousseau, également Jérôme Clément, le fondateur d'Arte, Jean-Pierre Siméon, le grand poète qui est aussi directeur de la Poésie Gallimard. Donc pour dire que vraiment c'est vraiment un très très beau programme et vous êtes les bienvenus et vous serez toujours les bienvenus. Donc je remercie beaucoup ce soir Hartmut Rosa d'être venu jusqu'à nous dans notre université. Vraiment c'est un très très grand honneur pour nous, une très grande joie. Je remercie beaucoup Nathanaël par qui ce lien, cette rencontre a pu se faire. Et puis ce soir, eh bien, nous avons la chance d'avoir 3 étudiantes. Je vais dire leur nom, Émilie Kruger, Florine Hérault et Alison Hersan, qui sont dans le master traduction et qui ont accepté ce soir de préparer cette soirée et de traduire pour nous. Donc c'est vraiment aussi une joie. Merci beaucoup à vous 3 de vous être rendus disponibles. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous attends, on vous attend sur les autres soirées du cycle. Bonne soirée. Merci beaucoup à Anne Proutot pour son mot d'accueil et puis d'inaugurer de la sorte là, ce cycle. Je vais dire 2-3 mots en allemand pour accueillir chaleureusement et remercier Hartmut Rosa d'être avec nous. Et puis ensuite, je dirai des mots en français, langue qu'il comprend par ailleurs très bien. Herr Professor Dr. Hartmut Rosa, es ist uns eine große Ehre, Sie an unserer Universität der ÜKO willkommen heißen zu dürfen. Schon seit fast 10 Jahren werden Ihre Werke von vielen Kollegen in Angers mit Aufmerksamkeit rezipiert. Ihre Arbeit hat uns zutiefst geprägt. Ihr Denken hat unsere Reflexion in Schwung gebracht. Sie hat unsere Sicht der Welt bereichert, die wir uns wünschen, eine ganz andere Welt als die jetzige, eine menschlichere, gerechtere, brüderliche und nachhaltige Welt. Ganz persönlich kann ich Ihnen sagen, dass Ihr Denken mir dies eine in meinem Alltagsleben absolut notwendige Element gebracht hat. Es hat mir ermöglicht, dieses Vertrauen in es ist möglich, die Welt zu verändern, gegeben. Sie hat diesem Glauben an die Zukunft bereichert und dies auf eine komplex, paradoxe und kreative Weise. Professeur Dr. Hartmut Rosa, c'est une grande joie de vous accueillir dans notre université à l'UCO. Ça fait presque une dizaine d'années que plusieurs collègues d'Angers travaillent votre travail, vous lisent avec attention. Votre œuvre est venue nous stimuler en profondeur. Votre pensée a donné de l'élan à notre réflexion. Elle est venue nourrir la vision du monde que nous espérons, et un monde tellement différent de celui que nous voyons aujourd'hui. Un monde plus humain, plus juste, plus durable, plus fraternel. À titre personnel, je peux dire que votre pensée m'a apporté cet élément absolument nécessaire dans ma vie de tous les jours. Elle est venue nourrir la confiance que c'est possible, que nous pouvons changer le monde. Si elle a nourri cette foi en l'avenir, elle l'a fait de façon complexe, paradoxale et créative. Votre œuvre est traduite et lue dans le monde entier et vous êtes unanimement considéré comme un des intellectuels qui influence le plus notre monde. Ainsi, ce n'est pas seulement une joie de vous accueillir à Angers, mais un grand honneur. Parmi vos nombreux ouvrages traduits en français, nous pouvons citer aux éditions La Découverte
le gros livre Accélération, puis un plus court, Aliénation et accélération d'une part, puis la somme Résonance, à laquelle fait suite un ouvrage plus bref, Rendre le monde indisponible. Et nous pouvons citer aussi aux éditions du Pommier un petit livre Accélérons la résonance et un autre Pédagogie de la résonance, qui sont des livres d'entretien et de réception éducative de votre travail, qui vient vraiment nourrir une réflexion pour les éducateurs et pour les éducateurs que nous sommes ici à l'UCO. Au cours de cette soirée, alors nous allons dialoguer dans le cadre de 4 parties. Une première sur votre analyse du monde tel qu'il va, en accélération. Une deuxième sur la façon dont nous pouvons changer le monde avec et à partir de la résonance. Une troisième ensuite où nous nous demanderons comment nous pouvons apprendre cette autre façon d'habiter la Terre, d'habiter le monde et d'être en lien les uns avec les autres. Et enfin, dans une 4e partie, nous interrogerons les autres modalités politiques que l'éducation pour renouveler le monde en profondeur. Notre échange durera à peu près 1 heure et puis on aura environ une demi-heure de questions tous ensemble. Et puis ensuite suivra un moment de signature de vos ouvrages dans le hall. Voilà. Hartmut Rosa, est-ce que vous pouvez nous parler de notre monde, de sa course en avant, de son accélération permanente? Vous décrivez combien l'accélération dans laquelle nous sommes, où que nous soyons et où que nous travaillons, est la conséquence d'un système capitaliste, et d'un système capitaliste rentier et spéculatif, qui est devenu autonome et qui s'emballe. Est-ce qu'il y a encore des bonnes choses à apprendre et à attendre de ce système et du monde, ou est-ce qu'il nous conduit à notre perte? Ok, ce sont des questions très difficiles. D'abord tout, je voudrais remercier vous pour l'introduction et aussi pour l'invitation à Angers. Je n'étais pas ici déjà, mais je trouve que c'est un honneur pour moi parce que, il me faut dire, j'ai une choc grande. Il y a beaucoup de gens ici. Je suis très désolé que mon français n'est pas assez bien pour parler en français ce soir. Mais je suis très grateful, gratuite, non. Whatever, reconnaissante pour les traducteurs et j'espère que ça marche. Oui. Okay, so vielen Dank für das Übersetzen. Ja, meine Analyse lautet, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich nur dynamisch stabilisieren kann. Das heißt, sie muss ununterbrochen wachsen, beschleunigen, Innovationen hervorbringen, um sich in ihrer Struktur zu erhalten, um unsere Institutionen zu erhalten. Also, ja, okay. Mon analyse est qu'en fait, notre monde a besoin de cette stabilisation dynamique afin de pouvoir justement continuer à croître, à accélérer et à réussir à mettre en place cette innovation. Et en fait, ces critères-là, ces choses-là, nous permettent de garder le monde stable. Nos institutions sont stabilisées par ces éléments-là. Oui, c'est ça. Ok. Genau. Und das Problem ist, dass wir sogar dann wachsen müssen und dort wachsen müssen, wo wir schon genug haben. Wir müssen noch mehr Autos produzieren, wir müssen mehr Häuser produzieren, wir müssen mehr Computer produzieren, auch mehr Kleider und mehr Nahrung. Und zwar für die Menschen, die davon schon genug haben. Wir brauchen gar nicht mehr Häuser oder mehr Autos oder mehr Computer. Okay. Et le problème dans ce système-là est qu'on cherche toujours à croître plus là où en fait on a déjà ces choses-là. On cherche à produire plus de voitures, plus de logements, plus d'informatique, plus de vêtements même, alors qu'en fait on n'en a pas réellement besoin. Okay. Und genau. Und das Problem ist jetzt, dass wir jedes Jahr mehr Energie brauchen, um das Wachstum im Gang zu halten. Wir brauchen mehr physische Energie, kohlebasiert oder nuklear oder solar.
Aber wir brauchen auch mehr politische Energie, um die Menschen anzutreiben. Und wir brauchen sogar mehr psychische Energie. Denn Systeme können nicht wachsen. Es sind wir, Sie und ich, die nächstes Jahr schneller laufen müssen, mehr produzieren müssen, auch mehr konsumieren müssen als dieses Jahr, nur um unseren Platz in der Welt zu halten. Et le problème maintenant, c'est que tous les ans, on a besoin croissant d'énergie. Et je parle ici d'énergie nucléaire, solaire, mais pas seulement, parce qu'on a besoin d'énergie politique également, pour mettre en route les gens, pour activer les gens. Mais on a également besoin de plus d'énergie mentale et psychique, afin qu'on puisse toujours aller plus vite, toujours plus consommer, pour en fait faire partie de ce monde. Oui. Et la conséquence, die Konsequenz ist eine Haltung der Aggression, so nenne ich das. Im Ergebnis ist die Form, in der wir auf unsere Welt bezogen sind, eine Aggressionshaltung. Et la conséquence de cela est comme un maintien de l'agression, de l'agressivité. Donc c'est le résultat dans cette forme de monde dans lequel on vit. Ja. Es ist eine Aggression, man kann sagen, es ist eine Aggression auf 3 Ebenen. Es ist eine Aggression gegenüber der Natur, die wir in sogenannten extraktiven Industrien nehmen wir aus der Erde immer mehr heraus, aber wir produzieren auch immer mehr Umweltgifte und Pollution, Verschmutzung. Das ist die erste Ebene der Aggression. Die zweite Ebene der Aggression ist zu anderen Menschen, die mit uns im Wettbewerb stehen und die wir häufig als Gegner betrachten. In der Politik zum Beispiel. Ja, die Menschen, die anderer Meinung sind, werden zunehmend als Feinde gesehen, als Idioten oder als Verräter vielleicht. Und man kann sogar zeigen, noch ein Argument, man kann sogar zeigen, dass die Menschen in Aggression zu sich selber treten, ja? Dass sie nämlich nicht zufrieden sind damit, wie sie aussehen, wie ihr Körper funktioniert oder aussieht, aber auch wie ihre Psyche funktioniert. Ja, man kann die Soziologie kann zeigen, dass Menschen mehr und mehr, gerade junge Menschen, unzufrieden mit sich sind. Sie wollen anders sein, als sie gerade sind. Ich komme gleich auf die Frage. Et cette agressivité, moi je la définis sur 3 niveaux différents. Le premier étant la nature, cette nature qu'on exploite de plus en plus pour alimenter justement cette industrie et qui pollue également de plus en plus notre monde. La seconde est cette agressivité envers les autres, cette permanente compétition, cette envie d'être mieux que les autres. On positionne en fait les autres comme nos ennemis et presque comme des traîtres finalement. Et ça, on le voit par exemple dans la politique. Et on peut mesurer aussi cette agressivité envers nous-mêmes. Et parce qu'en fait, il y a cette éternelle insatisfaction finalement. Et que ce soit dans le paraître, on n'est jamais heureux de notre corps, de notre psyché. Et ça, on le voit dans les résultats d'études sociologiques également. Et surtout chez les jeunes gens qui cherchent aujourd'hui à toujours être différents. Oui. So, man könnte denken, das klingt so, als kann man von diesem System nur Schlechtes erwarten. Ja. Aber ich glaube, das ist zu einfach. Kapitalismus oder diese Form der Gesellschaft und des Lebens hat natürlich auch Vorteile gebracht. Sie hat Reichtum geschaffen, sie hat die Wissenschaft vorangetrieben, sie hat uns als Gesellschaft Möglichkeiten in die Hand gegeben, die wir früher nicht hatten. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, der Kapitalismus tötet einfach Menschen, weil es stimmt schon, dass die Zahl der Hungernden in der Welt auch zurückgegangen ist, ja, und die Zahl der Frauen, die schon bei der Geburt sterben oder auch der Säuglingssterblichkeit. Kapitalismus hat uns Möglichkeiten in die Hand gegeben. Deshalb glaube ich, das Problem liegt nicht in dem,
was entstanden ist, sondern in dem Zwang, in dem blinden Steigerungszwang, der nie ein Ende hat. Ja, also dass wir sozusagen, also die Möglichkeiten sind nicht das Problem, sondern die Notwendigkeit, auch dort zu wachsen und zu beschleunigen, wo Wachstum und Beschleunigung schädlich sind. On pourrait croire que ce système est seulement négatif, qu'on n'en tire que des choses négatives, mais finalement ce serait trop simple de penser ça, car le capitalisme est cette forme de vie, cette forme de société dans laquelle on se trouve, a aussi apporté des choses. Ça a fait avancer la science, ça nous a donné de nouvelles possibilités. Et je pense que finalement le capitalisme ne fait pas seulement tuer, et on peut l'observer depuis un certain nombre d'années maintenant. La famine, le nombre de personnes mourant à cause de la famine a reculé, le nombre de décès au moment de la naissance pour les femmes a reculé également. Et donc le problème finalement là-dedans, c'est que ce capitalisme, il active justement cette course en avant, cette permanente volonté d'aller toujours plus loin finalement. Et donc là où on devrait la voir comme une possibilité, on devrait voir le capitalisme comme une possibilité, finalement ça en devient une nécessité. Was wir also brauchen, ist eine Gesellschaft. Nochmal, was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, die wachsen und beschleunigen und Innovationen hervorbringen kann, dort, wo wir es brauchen, dort, wo noch Mangel herrscht, zum Beispiel Hunger, oder dort, wo es nicht genug Kleidung gibt, dort müssen wir wachsen. Und wir brauchen Innovationen, um den Klimawandel zu stoppen zum Beispiel. Aber wir müssen uns transformieren, grundlegend transformieren. Erstens aus dem Modus der Aggression. Wir müssen herauskommen aus diesem Modus, eine andere Weise des Lebens finden. Und wir müssen den blinden Steigerungszwang, den Wachstumszwang, der in dieser Form des Kapitalismus liegt, überwinden. Dann kann es Hoffnung geben für die Zukunft. Et donc ce besoin, cette société qui a besoin de croissance, d'accélération, qui produit de l'innovation, il faudrait en fait qu'il le fasse là où on en a réellement besoin. Par exemple, là où les gens souffrent de famine, là où les gens ont besoin de vêtements. Et ce besoin d'innovation, il se retrouve aussi également dans le dérèglement climatique. Il pourrait nous aider à contrer ça. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on transforme aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cette agressivité, il faut qu'on apprenne à vivre autrement et sortir de cette nécessité de croissance permanente. Et ça pourrait nous donner de l'espoir. Alors, donc on arrive dans cette deuxième étape, c'est-à-dire où vous nous proposez une autre façon d'habiter le monde et qui soit un chemin de sortie de cette accélération permanente et un chemin pour sortir de l'aliénation que génère un système à notre égard, un système capitaliste à notre égard. Et alors ici, étonnamment, vous ne proposez pas de ralentir face à cette accélération aliénante, mais vous proposez un autre style qui est une autre manière d'être au monde, caractérisée par l'écoute et la réponse, et peut-être en accordant même un primat sur l'écoute, davantage encore que sur la réponse. Et une écoute qui ne soit pas uniquement une écoute à l'égard des autres, des humains, mais qui soit aussi une écoute à l'égard du monde en général, à l'égard de la Terre, à l'égard de toute autre forme de vie, à l'égard des choses aussi, vous nous dites. Est-ce que vous pouvez nous parler de la résonance ? Oui, c'est ça. Je crois que l'alternative, c'est une mode qui est opposée à l'agression ou qui est différente de l'agression. C'est une mode d'être en résonance avec les gens, et comme vous avez dit, avec les champs, avec les choses, avec la nature et avec nous-mêmes. Okay? So, was ist Resonanz? Wie Sie gesagt haben, glaube ich nicht, dass die Lösung einfach in Langsamkeit liegt. Weil Langsamkeit ist erstens nicht möglich in einer Welt, die sich nur dynamisch stabilisieren kann. Wenn Frankreich einfach langsam macht,
dann werden sie Jobs verlieren, dann werden sie das Gesundheitssystem nicht mehr bezahlen können, dann werden sie das Rentensystem nicht mehr bezahlen können, dann werden sie die Schulen und die Universitäten nicht bezahlen können. Dann gibt es eine Krise, weil das System auf Steigerung angelegt ist. Also wir können nicht einfach langsam machen. Wir müssen tatsächlich die ganze soziale Existenzweise ändern. Donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, hein, un comportement qui serait plutôt opposé à justement cette agressivité, ce serait plutôt la résonance. Mais concrètement, qu'est-ce que la résonance ? C'est pas seulement une solution qui envisagerait en fait une décélération, qui envisagerait le fait de ralentir, puisque ceci serait pas possible. On vit dans un monde où tout doit se stabiliser. On est dans une dynamique et en fait une décélération ne serait pas possible puisque le système de santé, le système des retraites ou le système scolaire ou universitaire ne pourrait pas fonctionner justement dans cette décélération puisque tout repose sur la croissance. Donc voilà. Oui, okay, merci. Auf Deutsch. Trotzdem gibt es ein großes Verlangen nach Langsamkeit. Menschen träumen manchmal von einer langsamen Welt. Was meinen Sie damit? Ich glaube, der Traum der Langsamkeit ist die Hoffnung, ist die Vorstellung, vielleicht auch die Erfahrung, dass es möglich sein muss, mit der Welt auf andere Weise in Kontakt zu treten. Nicht in dem Modus des Kontrollierens oder Beherrschens oder der Aggression, sondern auf eine andere Weise. Wir sehen das auf den 3 Ebenen: Natur, Gesellschaft und unserem Selbstverhältnis. Okay, im Blick auf die Natur träumen Menschen eigentlich von so etwas wie Nachhaltigkeit. Das heißt, es gibt die Hoffnung, dass wir Natur nicht beherrschen, sondern mit ihr in ein Verhältnis treten. Auf der Ebene der Sozialität hoffen wir, dass wir nicht gegeneinander kämpfen müssen, sondern in Solidarität miteinander verbunden sein können. Und auf der Ebene der Selbstbeziehung gibt es zum Beispiel einen großen Wunsch nach Mindfulness, Achtsamkeit. Vous comprenez? Yoga, what's mindfulness in? Pleine Conscience, okay. Das sind alles Vorstellungen davon, wie wir uns und den anderen und der Welt nicht in Aggression begegnen, sondern in einem Modus des Austausches. Okay. Et justement, si cette décélération n'est pas possible, je pense aussi c'est parce que les hommes et les femmes dans cette société ont un rêve ou une imagination, un espoir en tout cas, de vivre dans un monde et d'entrer en fait dans une autre manière avec ce monde, d'avoir un autre contact avec ce monde. Comme tout à l'heure je le mentionnais, effectivement on a 3 étages, donc la nature, la société et le comportement envers nous-mêmes, ces comportements qui sont assez agressifs. Et donc pour moi là, ce rêve dont on parle, cet espoir d'entrer en contact avec ce monde serait aussi d'imaginer un monde durable sur le plan en tout cas de la nature. Sur le plan de la société, l'idée serait de ne pas lutter les uns contre les autres, mais bien d'être solidaires tous ensemble. Et donc sur le plan plutôt personnel, ce serait d'entrer en pleine conscience avec nous-mêmes. Donc tous ces comportements-là seraient plutôt pour lutter contre l'agression. Also die Hoffnung ist, dass es einen Existenzmodus gibt, eine Existenzweise, die nicht auf Aggression basiert. Wie sieht das aus? Stellen Sie sich vor, zum Beispiel Sie fahren in den Urlaub. Menschen träumen vom Urlaub oder Urlaub, Ferien sind wichtig, weil wir dort auf andere Weise in der Welt sind. Zum Beispiel, Sie fahren vielleicht ans Meer und dort, wenn die Wellen an den Strand schlagen,
dann wollen sie nicht beherrschen oder etwas steigern oder eine Disruption verursachen, sondern sie fühlen, sie öffnen sich, ihr Körper öffnet sich geradezu, ja, und sie lassen sich berühren. Resonanz beginnt mit einem Moment der Berührung, Affektion sozusagen. Ne? Sie können das auch vielleicht erfahren, wenn Sie zu einer Veranstaltung wie dieser hier gehen. Die Idee ist, oder Ihre Vorstellung ist, dass Sie einen Gedanken hören, eine Idee, der Sie berührt, eine Idee, die Sie berührt. Und das ist das erste Moment von Resonanz. Etwas berührt mich. So, das ist das passive Moment. Es beginnt nicht mit etwas, was ich tue. Es beginnt mit etwas, was mich berührt. Und das zweite Moment ist, ich antworte darauf. Ich öffne mich und gehe dem entgegen. Ich lasse es mal dabei. Et donc justement, cet espoir, cette façon de considérer l'existence de manière non agressive, elle compose justement cette idée de ralentir avec le monde. Par exemple, imaginez-vous, si vous allez en vacances, par exemple, ce dont vous avez envie, c'est de voir le monde sous une autre façon. Par exemple, vous allez à la mer, vous vous laissez porter par les vagues. Et les vagues, justement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc vous-même, vous vous ouvrez en fait à la mer et vous vous laissez toucher d'une certaine manière par le courant de l'eau. Et la résonance, finalement, pour moi, je pense que c'est ça. C'est se laisser toucher, c'est se laisser prendre un peu par les choses qu'on peut vivre. On pourrait citer d'autres exemples, hein, comme aller à une exposition ou entendre une certaine pensée. Dans tous ces exemples-là, en fait, c'est toujours la même idée. On se laisse toucher par quelque chose. Et pour moi, la résonance, elle commence surtout par cette idée-là, de s'ouvrir en fait, au monde. Okay, merci. So, das erste Moment von Resonanz ist, etwas berührt uns. Das zweite ist, wir antworten darauf und fühlen uns dabei lebendig und selbstwirksam. Ihr kennt das, ja, okay. Und wenn wir in diesen Modus treten, verwandeln wir uns. Wir bleiben nicht dieselben. Resonanz ist der Moment, wo wir beginnen, uns lebendig und verbunden zu fühlen. Also Verwandlung ist das dritte Moment von Resonanz. Und das vierte ist, was dann passiert, lässt sich nicht genau vorhersagen. Unverfügbarkeit, Indisponibilité, c'est le quatrième moment de l'accélération. Unverfügbarkeit heißt, man kann es nicht erzwingen oder herstellen. In einer Veranstaltung wie dieser hier hoffen wir alle, dass ein neuer Gedanke entsteht, ja, etwas, was uns alle interessiert und bewegt, und vielleicht gibt es verschiedene Ideen, die hier zusammenlaufen. Aber niemand kann vorher wissen, welches der neue Gedanke ist. Resonanz ist ergebnisoffen, das ist Indisponibilité. Donc voilà, comme je l'expliquais, effectivement, la résonance, pour moi, c'est se laisser toucher par ce qu'on peut vivre dans nos vies. Une autre réponse, c'est aussi une autre réponse de la résonance, c'est de se sentir vivant. C'est de se laisser se changer, se laisser se transformer. C'est ce qui constitue un peu cette vitalité au travers des expériences qu'on peut vivre. Mais la question, en fait, avec tout ça, après, c'est qu'est-ce qu'on fait justement de cette vitalité. Et à ça, je me base aussi sur ce que j'appelle l'indisponibilité. Est-ce que, par exemple, là, dans cette conférence, on entend des pensées, la question est on s'y intéresse, mais est-ce qu'en retour, on peut attendre quelque chose, puisqu'avant cette résonance, on ne sait pas justement ce qui constitue cette pensée. Donc pour moi, c'est exactement ce qu'est l'indisponibilité. Okay, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, es scheint so damit, als sei Resonanz nur etwas für den Urlaub.
ja, oder für zu Hause, für den Feierabend, wie hier. Ja. Aber das stimmt nicht. Ja. In fast allem, was wir tun, gibt es eine Resonanzmöglichkeit oder einen Resonanzaspekt. Das weiß jeder, der in irgendeiner Form lehrt, ja, also in einer Schule oder einer Universität. Schulen und Universitäten leben davon, dass sich Resonanzen einstellen zwischen Schülern und Schülerinnen oder Schülern und Lehrern und Lehrerinnen, aber auch, dass da die Dinge, die dort gelehrt werden, plötzlich Resonanz erzeugen, dass Schüler oder Studierende sagen, das ist interessant. Aber Ähnliches passiert an jeder Arbeit. Ja, denken Sie an ein Krankenhaus. Ja, alles, was mit Pflege zu tun hat, Krankenhaus oder auch ein Pflegeheim für alte Leute oder für alte Leute oder für kranke Leute. Sie leben davon, dass es Resonanzmomente gibt zwischen den Menschen, die dort sind. Und an ihrer Arbeitsstelle, sie brauchen Resonanzen zu den anderen, die dort arbeiten. Und außerdem treten wir immer auch in Resonanz mit den Dingen. Ich mache noch ein Beispiel hier. Mein Vater war Bäcker, Boulanger, oder? Ja. Und wenn er davon sprach, wie er den Teig bearbeitet oder wenn er ihn bearbeitet hat, konnte man sehen, dass da eine Resonanz entstand. Er hat gesagt, du musst den Teig beobachten, du musst ihn fühlen, du musst ihm Zeit geben. Und jedes Mal wird das Brot ein bisschen anders. Zwischen dem Bäcker oder der Bäckerin und dem Brot entsteht so etwas wie Resonanz. Und wenn Sie zum Beispiel Schreiner sind, keine Ahnung, was das auf Französisch ist, ja, Schreiner, ja. Carpenter, Schreiner? Okay. Wenn Sie mit Holz arbeiten, ja, wenn Sie mit Holz arbeiten, ja, dann treten Sie in Resonanz mit dem Holz. Und wenn Sie Texte schreiben, dann treten wir in Resonanz mit dem Text. Der Text sagt etwas anderes, als wir wollten, und dann entsteht Resonanz. Das heißt, was immer wir tun, es gibt Resonanzmöglichkeiten. Mais cette résonance, pour moi, elle n'entre pas, elle n'est pas seulement présente lorsque, par exemple, comme je le mentionnais, on va en vacances ou on se rend à un dîner, par exemple. Finalement, c'est tout ce que l'être humain fait qui appelle à la résonance. On a plusieurs aspects. Et cette résonance, elle est aussi présente, par exemple, dans le milieu scolaire ou le milieu universitaire, surtout dans la relation entre le professeur et l'élève ou l'étudiant. On a en fait encore cette résonance qui est présente. On peut citer d'autres exemples, comme un hôpital, soit un hôpital ou alors une maison de retraite. Donc le lien, par exemple, entre les personnes qui travaillent, les soignants, et les personnes malades. Dans ce lien-là, en fait, on a aussi une résonance. C'est une résonance qui est aussi présente dans d'autres domaines. J'aime bien donner un autre exemple, celui de mon papa, qui était boulanger, et qui me disait toujours justement qu'il voulait avoir cette sensation avec la pâte qu'il travaillait, d'avoir cette résonance, de sentir la pâte pour avoir un pain en fait qui a un air un peu différent, qui est unique. Et donc là aussi, là encore, on peut trouver ce lien de résonance. C'est la même chose avec le travail d'un menuisier qui travaille le bois et qui essaie d'entrer en résonance avec le bois avec lequel il travaille. De la même manière que lorsque l'on lit un texte, on a un lien de résonance avec le texte qui nous dit quelque chose de différent que ce qu'on aimerait peut-être entendre ou lire. Und deshalb glaube ich, dass in allem, was wir tun, zum Beispiel auch in einer Stadt wie Angers, es gibt immer eine Doppelorientierung, eine Spannung. Es gibt den Aggressionsmodus, der auf schneller machen, also auf beschleunigen oder auf wachsen oder auf Innovation gerichtet ist. Und es gibt den Resonanzmodus in den Schulen in dieser Stadt, in den Universitäten, in den Betrieben, in den Krankenhäusern, übrigens auch in der Landwirtschaft. Jeder, der mit Tieren zu tun hat oder mit Pflanzen,
ja, steht immer in diesem Doppelverhältnis. Einerseits dem Zwang, also wirtschaftlich zu sein, Profit zu erwirtschaften oder bestimmte Parameter zu verbessern. Zum Beispiel, ich mache noch ein Beispiel, eine Universität wie spricht ihr das aus? Angers? Ja, okay, ja, ÜKO. Ja. Es gibt viele Parameter, an denen sie gemessen werden. Es gibt Rankings und Ratings. Ja, welche Nummer ist die Universität unter den Französischen? Ist sie 5. oder 10. oder 100. Und das wird gemessen an der Zahl der Studierenden, an der Zahl der Publikationen, an der Zahl der Promovierenden, an der Zahl der ausländischen Mitarbeiterinnen vielleicht, an den Publikationen und Impact Factors und solchen Sachen. Also es gibt viele Parameter. Und wenn wir an diesen Parametern arbeiten, sind wir eigentlich im Aggressionsmodus. Aber das ist immer in Spannung zu der Idee, gute Lehre zu machen im Hörsaal, ja, gute Forschung zu machen, ja, interessante Arbeit zu tun, wirklich auf Menschen zu hören, mit ihnen in Kontakt treten. Also die Spannung zwischen Steigerung und Resonanz gibt es in allen Institutionen. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass eine Stadt wie Angers, wie spricht denn die Stadt aus? Angers, ja, zu einer Resonanzstadt werden kann, ja, wo die Menschen sich in diesem Modus des Hörens und Antwortens wirklich begegnen. Donc, comme je le disais, la résonance, elle est présente dans tout ce que l'être humain peut faire. Là même, par exemple, ici, dans la ville d'Angers, qui peut aussi entrer en résonance avec le monde. Et face justement à tout ce qu'on vit dans la vie, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc on a deux réponses, soit donc l'agressivité, donc de tout continuer de tout faire avec une grande vitesse, donc tout en accélérant, comme je mentionnais tout à l'heure, les innovations, ou bien autrement d'entrer en résonance. Donc je donnais les exemples de l'école, de l'université, des hôpitaux ou du milieu agricole aussi. C'est valable pour tous les domaines. Les deux comportements, ces deux réponses pour entrer avec le monde sont possibles. Mais on se rend bien compte qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Par exemple, si une école comme l'UCO souhaite entrer en résonance avec le monde, plusieurs paramètres entrent en jeu. Par exemple, quel est le classement de l'université sur le classement de toutes les écoles en France, le nombre d'étudiants qui vont être diplômés, le fait qu'il y ait des professeurs ou des intervenants qui viennent de l'étranger, par exemple. Si on prend donc tous ces paramètres en compte, on se rend bien compte c'est un défi aussi d'entrer en résonance avec le monde. On peut aussi citer le fait qu'un prof doit avoir un bon cours, doit mener ses étudiants à bien. C'est justement pour ça que je donnais l'exemple donc, de la ville d'Angers ou de l'université qui peut entrer en résonance avec le monde. Merci Hartmut Rosa. On entend dans ce que vous nous dites de la résonance combien elle vient interagir avec différentes dimensions. Il y a une dimension très, très concrète, comme vous nous l'avez dit. Il y a une dimension psychique, sociale. On entend une dimension aussi spirituelle, d'une certaine façon, qui nous met en relation avec autre chose, avec un ailleurs. Et puis on voit apparaître aussi une dimension sociale et politique. C'est-à-dire on visualise bien que c'est l'émergence d'un autre monde qui apparaît et qui émerge en investissant cet autre style dans la manière d'être, d'habiter le monde les uns avec les autres. Et donc la résonance apparaît comme un horizon éducatif vraiment intéressant, stimulant. Et je pense que ce n'est pas un hasard aussi que votre travail ait connu une telle réception au niveau, par des éducateurs, par des enseignants, par des formateurs. Moi, je dirais que je considère deux fonctions essentielles de l'éducation. La première, je dirais, c'est de faire front face à la violence, voire même, j'ai presque envie de dire, de viser à éradiquer la violence.
Et puis la deuxième, c'est de faire émerger un autre monde. Je veux dire, sinon à quoi bon éduquer si c'est pour permettre au monde de durer tel qu'il est. Faire émerger un autre monde qui soit plus juste, plus durable, plus hospitalier, plus humain. Et donc la résonance, là, elle nous donne comme un horizon fabuleux pour les éducateurs. Elle matérialise qu'un autre monde est possible et qu'il est possible par-delà la lutte et qu'il est possible par-delà la violence comme un moyen de l'action. Alors à partir de là, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce qu'on peut apprendre la résonance? Et est-ce qu'on peut déployer une pédagogie pour favoriser l'émergence, le miracle de l'apparition de la résonance? Comment ça fonctionne? C'est un problème, c'est très difficile aussi, mais je suis très intéressé en développer une pédagogie de la Resonanz, vraiment. Ich glaube nicht, dass man Resonanz lernen muss. Kinder, schon Säuglinge, sind immer Resonanzwesen. Sie brauchen Resonanz. Sie treten in Resonanz mit der Welt, meistens mit der Mutter oder mit dem Vater. So, Resonanz ist die erste Form des ins Leben Tretens. Aber man kann Resonanz verlernen, unter bestimmten sozialen Bedingungen, unter schlechten sozialen Bedingungen, verlieren wir Resonanzfähigkeit. Zum Beispiel, wenn wir die Erfahrung machen, dass berührt werden, verletzt werden heißt, dann schließen wir uns gegenüber Resonanzmöglichkeiten. Oder wenn wir das Vertrauen verlieren, Resonanzfähigkeit setzt Vertrauen in die Welt und in das Leben voraus. Ich muss mich öffnen und berühren lassen von anderen. Und das ist eine gefährliche Haltung. Und wenn Kinder schlechte Bedingungen haben, dann verlernen sie, dann nehmen sie diese Haltung nicht mehr ein. Ist das okay? Et je ne pense pas réellement qu'il faille apprendre la résonance. En effet, les enfants, en naissant, ont déjà cette résonance en eux et ce besoin de résonance. Déjà, on le voit rien qu'avec leur relation avec leurs parents. Et je pense que la première forme de résonance, c'est vraiment à ce moment-là, quand on entre dans le monde, pour ainsi dire. Par contre, on peut perdre cette résonance. On peut perdre cette résonance quand on a des mauvaises conditions sociales autour de nous, quand, par exemple, on a été blessé, et du coup, on a cet instinct de se refermer. Et on a donc une perte de confiance dans le monde, une perte de confiance dans les autres. Et donc cette idée de devoir s'ouvrir et de se laisser toucher par le monde est très compliquée. Et donc on en perd, entre guillemets, cette capacité de résonance. Und die Resonanztheorie sagt, und Sie haben es auch schon gesagt, dass es 4 Achsen der Resonanz gibt. Es gibt eine soziale Achse der Resonanz, miteinander in Resonanz treten, mit anderen Menschen. Das passiert in Liebe, Liebe zwischen Eltern und Kindern oder Liebe zwischen Erwachsenen, zwischen Menschen, aber auch in Freundschaft. Und ich glaube auch in der Demokratie. Ja, Hören und Antworten ist ein Resonanzmodus, der notwendig ist, damit Demokratie funktioniert. Das ist die soziale Achse von Resonanz. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, die Notwendigkeit, mit Dingen in Resonanz zu treten. In der Schule lernen wir auch, dass die Dinge resonant werden können. Zum Beispiel die Pflanzen oder die Tiere oder die Steine oder die Sterne oder die Geschichte. Das ist die materiale Achse von Resonanz. Dann gibt es etwas, was ich die vertikale oder existenzielle Achse von Resonanz nenne. Das ist unser Grundgefühl für die Verbindung mit dem Universum oder mit dem Leben als Ganzes, für die Grundform unserer Existenz. Und schließlich gibt es die Selbstachse der Resonanz. Es ist wichtig, für ein gelingendes Leben ist es wichtig, auch mit sich selbst in Resonanz zu sein, zu hören und zu antworten auf den Körper und auf die Psyche, auf unsere, wenn es weh tut im Körper, aber auch wenn wir in uns Neigungen entdecken oder Gefühle oder Entwicklungen, die wir nicht kennen oder nicht mögen. Auch da ist es wichtig, einen Resonanzsinn zu entwickeln.
Das sind die 4 Achsen. Ja? Eine soziale Achse, eine materiale Achse, eine vertikale oder existenzielle Achse und eine Selbstachse der Resonanz. Et donc la théorie de la résonance, elle parle de 4 axes. Donc on a d'abord l'axe social, c'est le fait de rentrer en résonance avec les autres. Ça peut se faire par le biais de l'amour, que ce soit de l'amour entre les enfants et les adultes ou entre plusieurs adultes. C'est aussi l'amitié et ça peut aussi être la démocratie. Parce que je pense qu'il est nécessaire dans une démocratie d'écouter et d'entendre et qu'on a vraiment besoin de la résonance pour avoir une démocratie. Ça, c'est le deuxième axe. Non, pas du tout, pardon. Le deuxième axe, c'est celui de rentrer en résonance avec le monde qui nous entoure, les plantes, les animaux, les étoiles, ou même l'histoire qu'on apprend en cours. Ça, c'est l'axe matériel, le deuxième. Le troisième, c'est l'axe vertical, celui qu'on peut appeler essentiel. C'est le sentiment d'avoir un lien avec l'univers et d'être là pour une raison. Le quatrième, le dernier axe, c'est le fait de rentrer en résonance avec soi-même, d'être capable de se rendre compte que dans son corps ou à l'intérieur de sa tête, mentalement, ça ne va pas forcément bien, être capable d'accepter les émotions qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas forcément. Et donc, ce sont les 4 axes. Donc, un axe social, un axe matériel, un axe existentiel vertical et le dernier, l'axe pour soi-même. Merci. Ich glaube, dass es die Aufgabe der Bildung ist, von der Bildung oder der Schule für die Schülerinnen und Schüler oder in der Erwachsenenbildung auch für die Erwachsenen, diese 4 Resonanzachsen zu öffnen oder entstehen zu lassen. Es ist die Aufgabe der Pädagogik, dass Kinder die Möglichkeit haben, diese 4 Achsen zu erleben, zu erfahren. Also zum Ersten im Umgang miteinander, mit anderen Kindern, auch mit den Lehrern, die soziale Resonanzachse zu öffnen. Und da kommt die Frage der Gewalt, Violence, ins Spiel. Ich glaube, Gewalt ist in aller Regel ein Versuch, die Indifferenz zu überwinden. Ja, wenn ich haue, ja, dann gibt es eine Reaktion. Es ist eine Form der Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas erreichen, aber es ist keine resonante Form. Sie ist nicht auf Hören, Antworten und Verwandeln ausgerichtet, sondern auch auf Beherrschen und Kontrollieren. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass Kinder diesen Sinn machen, diese Erfahrung machen, es ist möglich, mit anderen Menschen in ein Resonanzverhältnis zu treten. Aber es ist auch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene, also die Schülerinnen und Schüler, in Resonanz treten mit dem Stoff, mit dem sie es in der Schule zu tun haben, ja, mit den Dingen, mit denen wir umgehen, dass sie feststellen, ich kann zum Beispiel mit der Physik in Resonanz treten, mit der Geschichte, mit der Biologie, mit den Pflanzen oder mit den Sternen in der Physik oder mit Gedichten in der Literatur. Ich bin wirklich überzeugt, die Aufgabe der Schule ist es, eine Resonanzachse zwischen dem Kind, dem Schüler, der Schülerin und dem Stoff herzustellen. Weil dort, wo Bildung gelingt, sagen Schüler nachher, Politik sagt mir etwas. Dann ist die politische Achse sozusagen zur Resonanzachse geworden. Oder sie sagen, ich liebe Physik. Dann ist Physik zur Resonanzachse geworden. Oder sie sagen, ich liebe Musik. Dann ist Musik zur Resonanzachse geworden. Also die Aufgabe der Schule ist es nicht nur, die soziale Resonanzachse zu öffnen, sondern auch die materiale Resonanzachse zu öffnen und einen Sinn zu gewinnen für unsere Grundverbindung zur Natur, zum Universum, zur Welt, über Religion zum Beispiel, aber auch über Ökologie. Ja, zu wissen, wir sind in Resonanz, in Verbindung mit der Natur. Und ganz wichtig, Schülerinnen und Schüler müssen auch einen Sinn für die Selbstachse der Resonanz gewinnen. Ich glaube, sie verlieren das gerade. Ja, Kinder trauen sich selber nicht mehr. Wenn es weh tut, wenn sie einen Schmerz haben,
dann sagen Sie sofort, der Arzt muss es anschauen. Ja, ich weiß nicht, ob es schlimm ist oder nicht. Sie sind nicht mit Ihrem Körper in Resonanz, nicht mit Ihrer Psyche in Resonanz, nicht mit Ihren Erinnerungen, mit Ihrem Leben in Resonanz. Also ich glaube, die Aufgabe der Pädagogik, das große Ziel ist es, diese 4 Resonanzszene zu entfalten, wachsen zu lassen, zu stabilisieren. Je suis désolé pour les traducteurs, mais vous êtes grande. Très bien. Et donc, au vu de tout ça, je pense que le devoir de l'éducation et de l'école, c'est de permettre aux écoliers, aux adultes aussi qui continuent d'apprendre, c'est de leur permettre de rentrer en résonance, de leur donner les clés pour que plus tard, ils puissent rentrer en résonance dans plusieurs domaines dans leur vie. Et je pense que le devoir de la pédagogie, c'est donc ça, de pouvoir aider les enfants pour qu'ils puissent rentrer, avoir ce premier pas vers la résonance, la sociale par exemple, parce que les enfants cherchent à rentrer en conflit, à rentrer dans l'agression pour se prouver qu'ils peuvent atteindre des choses, pour avoir une réaction en face. Mais ça, c'est pas du tout une chose de la résonance. Au contraire, ça a plutôt à voir avec la domination et le contrôle. Et il faut donc leur montrer qu'il est possible d'entrer en résonance et d'avoir la même chose en mieux, finalement. Il est aussi très important que les enfants et tous ceux qui apprennent puissent rentrer en résonance avec les matières qu'ils ont à l'école, les matières scolaires, la physique, la biologie, la littérature, tout ça, pour qu'ils puissent avoir cette entrée dans le monde et que plus tard, ils puissent se rendre compte que la politique, ça leur parle, la physique, ça leur parle, ou la musique, et ça crée en eux un axe de la résonance. Et il faut aussi, je pense que la pédagogie, en plus de ces 2 axes déjà sociaux et matériels, donne un axe avec l'environnement, avec la nature, que ce soit par la religion, les cours de religion ou les cours ou l'écologie. Et enfin, il ne faut pas oublier le dernier axe de la résonance avec soi-même, parce qu'on voit aujourd'hui que les enfants ne se font plus vraiment confiance. Quand ils ont mal quelque part, tout de suite, ils disent « je me suis fait mal, il faut absolument que j'aille voir le médecin », alors que peut-être que ce n'était pas si grave. Et donc, il faut vraiment, je pense, que la pédagogie aide les enfants et les autres à découvrir ces 4 axes et à mettre un pied dedans. C'est super. Bon, merci. Alors on entend à travers, dans la façon dont vous parlez de la résonance, on entend qu'il y a dans la résonance, dans ce style, cette manière d'habiter le monde et d'habiter les liens entre nous, on entend qu'il y a de la sagesse, on entend qu'il y a de la saveur, que ça donne du sens, que ça donne du goût à une existence. On entend qu'il y a aussi une forme d'utilité, sans être utilitariste, mais que ça permet de transformer quelque chose dans le quotidien. Et donc ces composantes-là, elles renvoient à une existence au niveau peut-être individuel d'une certaine façon. Et maintenant, dans cette 4e étape de notre soirée, on va interroger un peu plus largement au-delà. Comment est-ce que la résonance peut avoir une efficience politique ? Alors, en même temps qu'on pose ça, on voit tout de suite que efficience, ça fait bizarre, en fait, avec l'ensemble du champ lexical dans lequel on est. Et puis, en même temps, si on se dit, l'enjeu, c'est de faire advenir un autre monde, qui ne soit pas le monde d'avant, mais celui d'après, de fait, on interroge, en tout cas, la composante politique avec la mise en œuvre. Quand je regarde le monde, moi je suis frappé par la façon aujourd'hui dont nos gouvernements font le choix de l'impuissance publique. Les inégalités se creusent entre les plus pauvres et les plus riches. L'inaction politique domine dans certains secteurs et elle domine en matière environnementale. Et ce choix de l'impuissance est désormais comme profondément inscrit dans l'habitus politique. Peut-être depuis l'avènement du néolibéralisme à la fin des années 70, le début des années 80. Alors ma question c'est, est-ce que la résonance peut être plus puissante que le néolibéralisme ?
Je l'espère. Je ne suis pas sûr là. Mais il est très important de voir que la résonance, c'est pas une chose individuelle. Je sais que, comme je parle comme ça, on pense, ok, la Resonanz es ist eine individuelle Sache. Aber es ist wichtig, Resonanz ist nicht ein subjektiver Zustand oder eine psychologische Verfassung. Da ist sie auch unterschiedlich von Achtsamkeit oder Mindfulness, was wir vorhin hatten. Resonanz ist eine Beziehung. Und das bedeutet, ich kann nicht alleine in Resonanz sein. Ich trete immer in Resonanz mit etwas anderem oder mit anderen. Und ob das möglich ist, hängt von den politischen und institutionellen Bedingungen ab. Es hängt vom Kontext ab, von der Interaktionsform. Und deshalb, wenn wir die Resonanzbedingungen einer Gesellschaft verändern wollen, müssen wir politisch handeln. Zum Beispiel, die Finanzmärkte sind resonanzfrei oder die Börse. Und wenn Sie einkaufen im Supermarkt, dann ist dort alles auf Resonanzfreiheit, jedenfalls in der sozialen Dimension hin angelegt. Deshalb sozusagen ist es eine politische Aufgabe, Resonanzmöglichkeiten zu schaffen. Und die Probleme, die wir als Gesellschaft haben, also zum Beispiel ökologische Probleme, sind die Folge einer tiefen Resonanzvergessenheit. Wir haben geradezu als Gesellschaft vergessen, was es heißt, mit Tieren, mit Pflanzen, mit der Welt in Resonanz zu sein. Wir können das durchaus von anderen Kulturen lernen, wie wir zum Beispiel als eine Idee aus Lateinamerika. Und wenn wir vergessen, dass es große Ungleichheit gibt, auch in unserer Gesellschaft, dass Menschen auf der Straße leben müssen, und wir sagen, ich habe keine Zeit, das ist mir egal, das bedeutet eine enorme Entfremdung, Alienation gegenüber den anderen Menschen. Und eine enorme Entfremdung, eine Resonanzvergessenheit im Blick auf Menschen, die zum Beispiel in Bangladesch oder in Afrika entweder unsere Güter produzieren oder sogar unseren Müll verarbeiten müssen. Also die Unverantwortlichkeit der Politik oder die Machtlosigkeit geht mit massiver Resonanzvergessenheit einher. Die Frage ist, wie gewinnen wir das zurück? Wir brauchen einen Sinn politischer Selbstwirksamkeit. Menschen in dieser Gesellschaft, in Frankreich und in Deutschland, haben das Gefühl, dass die Politik sie nicht hört und sie nicht sieht und sie nicht meint. Und die Politiker selbst haben keine Selbstwirksamkeitserwartung mehr. Versteht ihr? In doppeltem Sinne. Erstens glauben sie, wir können nichts bewegen in der Welt. Die Finanzmärkte sind stärker zum Beispiel. Und zweitens, wir können auch unsere Bürger nicht erreichen. Wir können ihnen nichts zumuten. Wir können mit ihnen nicht in Dialog treten. Ich meine, ich muss das noch sagen, ihr schafft das schon. Es ist wirklich so, dass unsere Politiker inzwischen, sie sind nicht im Resonanzmodus mit den Menschen, sondern sie suchen Umfragen und dann testen sie, wenn wir eine Steuersenkung vorschlagen, kriegen wir dann mehr Stimmen? Oder wenn wir eine Steuererhöhung vorschlagen, gibt es dann mehr Stimmen? Und so hat die Politik wirklich auch Angst davor, die Dinge zu ändern, mit der Welt in Resonanz treten. Wir brauchen eine robuste Form der politischen Auseinandersetzung, die beiden Seiten, den Menschen und die Politiker, in einen Resonanzmodus bringt. Dann kann es sehr schnell gehen, dass wir den Sinn für Selbstwirksamkeit zurückgewinnen. Ja, diese Welt ist politisch gestaltbar. Das ist das Versprechen der Moderne. Es gibt keinen König und keine Kirche zum Beispiel, die uns sagt, wie wir leben müssen. Wir können diese Welt gestalten. Das ist ein Resonanzversprechen der Moderne. Und im Moment haben wir es vergessen. Aber wir können das zurückgewinnen. Mein letzter Punkt.
You can do it, I know. Denken Sie daran, wie schnell der Ostblock zusammengebrochen ist 1989, ja, wo die Menschen ganz schnell einen Sinn für Selbstwirksamkeit zurückfanden. Sie haben ihn dann wieder verloren, aber vorübergehend war politisches Handeln möglich. Donc cette entrée en résonance, c'est pas quelque chose d'individuel. Ce n'est pas une situation subjective. Et là où on parlait de pleine conscience tout à l'heure, ici, en fait, c'est un processus qui fonctionne toujours avec autre chose, avec quelqu'un d'autre. Et pour arriver à ce processus, on a besoin de la politique. La résonance a besoin de conditions institutionnelles correctes. On a besoin d'un contexte particulier pour y arriver. Et sinon, il y a une forme d'aliénation, en fait, dans cette interaction qu'on a entre nous. Donc ces conditions dont a besoin cette résonance et cette action politique, on le voit sur le marché, on le voit dans le monde de la bourse, de la finance, on le voit dans les supermarchés, il n'y a plus de résonance en fait, il n'y a pas cette dimension sociale de la résonance dans ces contextes-là. Donc en fait, il faut vraiment, on a besoin c'est la mission de la politique en fait, pour reconnecter avec cette résonance. Et c'est le problème en tant que société. On le voit donc dans l'économie, avec cette conséquence qui est en fait l'oubli de la résonance. Notre société a désappris la résonance. Et quand on oublie cette résonance, c'est là qu'interviennent ou qu'adviennent les inégalités qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et on le voit même ici, dans la rue, on peut voir des gens dormir dans la rue, et nous, en fait, on se dit qu'on n'a pas le temps pour ça. Et en fait, c'est ça, cette énorme aliénation vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres. Et en fait, cet oubli, ce désapprentissage de la résonance, il est lié à cette production, comme on disait tout à l'heure. On le voit en exemple, par exemple aussi, quand on se penche sur le Bangladesh ou même en Afrique, là où sont produits nos vêtements, où ce sont même ces personnes-là qui vont en fait s'occuper des déchets, de nos déchets à nous. Et tout ça, c'est à cause de cette inaction des politiques, des politiciens. Et donc, en fait, c'est là le parallèle qu'on fait avec l'oubli, le désapprentissage de cette résonance. Alors, comment retourner à cette résonance, finalement ? Il faut une conscience politique, il faut de l'action politique. On le voit en France, en Allemagne, les politiques ne rentrent pas en contact avec les citoyens. Ils ne les regardent pas, ils ne leur parlent pas. Et en fait, c'est là où on a un double sens. C'est que le premier, en fait, il réside dans le changement, en fait, de cette société, que ce soit dans la finance ou d'autres choses. Et en fait, on voit les politiques voient qu'ils n'atteignent plus les citoyens. Il n'y a plus de dialogue. Et donc, c'est très compliqué pour la politique d'entrer en résonance de manière humaine, vraiment, entre les humains. Les politiques se contentent de faire des sondages, des propositions pour obtenir le plus de votes possible. Et ces politiciens, ils ont peur de changer finalement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle forme de résonance, une forme de résonance plus robuste en fait, pour contrer toutes ces choses. Et ce monde, il est possible parce qu'en fait, c'est cette promesse de la modernité également. Aujourd'hui, on n'est plus dominé ni par un roi, nos choix ne sont plus régis par l'Église. On peut créer notre monde. Et ça nous éviterait d'oublier en fait cette résonance. Et j'aimerais ajouter quand même l'exemple du Bloc Est en 1980. Il y a eu un retour à la résonance à ce moment-là, lorsqu'ils ont été libérés. Et même si maintenant ça a été déjà oublié, ça a montré qu'à un moment, ça a été possible. Merci et merci beaucoup aux traductrices impressionnantes. J'ai une dernière question sur ce registre comme ça, voilà, plus du politique, du monde qu'on pourrait souhaiter voir advenir. Il me semble qu'il y a quelque chose vraiment de particulièrement intéressant avec la résonance, puisque ça refuse la mainmise, ça refuse l'agression, ça refuse de contrôler l'autre. Et il me semble important de dire que les moyens utilisés, ils déterminent la fin.
Si on choisit la violence pour faire advenir un autre monde, l'autre monde sera violent. Voilà, il y a une corrélation entre les moyens choisis et puis la fin. Et là, avec la résonance, voilà, on voit bien qu'il y a un choix assez radical qui est posé de refuser cette violence. Et alors, en même temps, aujourd'hui, on est face à des enjeux qui sont particulièrement conséquents, puisqu'on est face à des enjeux qui sont ceux de la rupture. De la rupture soit dans le fonctionnement même de notre Terre, qui peut générer ensuite des ruptures ou des chaos au niveau sociétaux. Nos sociétés étant tributaires de la façon dont on va maîtriser les écosystèmes, etc. Ou alors, il peut y avoir des ruptures radicales qui soient choisies par les sociétés pour contenir justement l'emballement bioclimatique au niveau du système Terre. Alors, comment à cet endroit-là, la résonance peut être une ressource, un chemin face au défi de la rupture qui est devant nous? Oui, je crois vraiment que la résonance est une rupture. C'est l'idée d'une rupture très, très profondément. Es geht l'idée, c'est qu'il y a une rupture totale dans le mode d'existence. So, die Idee ist, dass wir unseren ganzen Existenzmodus wechseln müssen. Das ist fast die radikalste Form eines Bruchs oder eines Wandels, die wir uns vorstellen können. Es ist mir ganz wichtig, dass nicht eine einfache Reform, nicht einmal eine ökonomische Reform ausreicht, um die Probleme, die ökologischen und die politischen Probleme zu überwinden. Es gibt nicht ein paar neue Gesetze, ein paar Reformen, nicht einmal eine Revolution, die alles ändert, sondern tatsächlich ist die Frage, wie wir den nötigen Bruch herbeiführen. Und ich weiß, dass es ein bisschen problematisch ist. Wir können den Bruch nicht nur bei uns machen, aber wir können bei uns auch anfangen, in der Art der Haltung zur Welt. Dann brauchen wir aber auch radikale institutionelle Reformen, und zwar einen anderen Modus der Produktionsweise. Ein finanzmarktgetriebener Kapitalismus kann auf Dauer nicht einen Resonanzmodus erzeugen. Wir brauchen eine andere Form des Produzierens, wir brauchen eine andere Form auch der politischen Gestaltung, auch des Wohlfahrtsstaats. Ich bin ein Anhänger eines bedingungslosen Grundeinkommens. Kennt ihr den Begriff? Jésus, que c'est? Ein bedingungsloses Grundeinkommen? Le revenu inconditionnel. Revenu minimal d'existence. That sounds good. Okay. Ja. So, es gibt ein paar Dinge, die wir müssen sogar an beiden Enden gleichzeitig anfangen. An institutionellen, ökonomischen Reformen, aber auch bei uns selbst, was ich vorhin gesagt habe. Bei allem, was wir tun, gibt es diese Spannung zwischen Resonanz und Aggression. Und ich benutze einen Satz, ein Lied von Leonard Cohen, Anthem, wo er sagt, there is a crack in everything. That's how the light gets in. Right? Und ich glaube, dass wir sozusagen die Revolution, den Bruch, auch in allem, was wir tun, beginnen können, indem wir die Aufmerksamkeit und die Haltung verschieben. Von einem Kampfmodus, das würde ich wirklich sagen, vom Aggressionsmodus zum Resonanzmodus. Wirklich hören und antworten auf unseren Körper zum Beispiel, ja, auf die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, in jeder Situation, auf die Dinge, die wir essen und kaufen. In jeder Handlung gibt es den Bruch und wir müssen den nutzen und stärker machen, größer machen, in den Schulen, in den Fabriken, in den Krankenhäusern. Dann kann es schnell gehen. Ja? Dann gibt es Hoffnung, dass wir einen radikalen Wandel herbeiführen können. Et donc pour cette résonance, il y a ce besoin de rupture finalement. Et en fait, pas une rupture simple, mais une totale rupture qui pourrait changer en fait notre mode d'existence finalement.
Et donc l'idée est de changer le mode d'existence à partir d'une rupture radicale, un changement radical. Et donc ce qui est très important, c'est que ça ne peut pas se faire par de simples réformes économiques, cela ne suffira pas. Cela ne peut pas résoudre le problème politique, ce ne sont pas ces quelques réformes ou même une révolution qui pourrait changer le monde. La question maintenant, c'est comment créer cette rupture ? Je sais que le problème aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, on n'arrive pas à entrer en résonance vis-à-vis du monde. Et que ce soit des réformes économiques ou même institutionnelles, il faut qu'on change notre mode de production également, le marché financier. Et c'est toutes ces choses-là, tous ces éléments-là actuels qui viennent en fait s'opposer à la résonance. Donc on a besoin d'un nouveau mode de vie, d'un nouveau mode de production, de politique. Et en fait, quand on voit la politique, l'État-providence, le revenu universel, tout ça, il faut commencer en fait par tout. Il faut commencer par les deux bouts. Et donc ces réformes institutionnelles, économiques et ce changement de rapport envers nous-mêmes, elles créent cette tension, une tension très forte qui à nouveau oppose résonance et agressivité. Et c'est là que j'aimerais citer Leonard Cohen. There is a crack in the... J'ai pas la fin. There's a crack in everything. Pardon? There is a crack in everything. Thank you. Et donc, en fait, il faut une révolution, mais autrement. Il faut porter plus d'attention, il faut plus écouter, il faut plus se répondre, que ce soit vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis des choses. Dans chaque contexte, il y a une rupture. Maintenant, la question, c'est comment l'agrandir. Et donc ça commence dans les écoles, dans les hôpitaux, et on a besoin de ce changement radical qui commencera dans ce genre d'institution-là. Eine Idee noch, sie ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube wirklich, wir haben ein Problem. Wir haben eine Krise, eine ökologische Krise, eine soziale Krise, wir haben sogar Krieg, wir haben auch eine Psychokrise. Wir haben wirklich 3 fundamentale Krisen. Die ökologische Krise kann uns umbringen, der Krieg kann uns umbringen auf der sozialen Ebene, und wenn Sie sich die Zahlen zur psychischen Gesundheit anschauen zum Beispiel, ja, sie sind alarmierend, gerade bei jungen Leuten in Frankreich, in Dänemark, in Holland, in den USA, in Japan. Und deshalb gibt es schon den Zwang, also den Drang, schnell etwas zu tun. Aber ich glaube trotzdem, das führt uns dazu, immer mehr vom Gleichen zu machen, das Falsche zu tun, nämlich immer mehr eigentlich uns immer stärker in den Aggressionsmodus zu führen. Wir müssen etwas tun, wir müssen handeln, wir müssen kämpfen. Ich glaube, die Ruptur, der Wandel, der nötig ist, beginnt damit, dass wir einmal aufhören zu kämpfen. Es gibt im Deutschen, jetzt wird es schwierig für Sie, es gibt im Deutschen das schöne Wort aufhören. Ja. Aufhören heißt to stop, arrêter. Aber es heißt auch aufhören, ja, für einen Moment zurücktreten vom Kampf und sich neu orientieren. Ja. Und ich glaube wirklich, wir brauchen das im Umgang mit uns selbst, in der Politik und in der Gesellschaft. Nicht immer stärker fragen, wie müssen wir noch kämpfen, sondern einen Moment, hör mal hin, auf dich selber, auf die anderen und auch auf die Natur. Das heißt, der Wandel beginnt vielleicht mit dem Aufhören, ja? Nicht mit dem Tun, sondern mit dem Aufhören. Und deshalb höre ich jetzt auf. Et une dernière idée qui va peut-être être un petit peu compliquée, c'est qu'aujourd'hui, on est face à plusieurs crises dans le monde, 3 crises exactement, cette crise économique, la crise sociale... Écologique, pardon. Écologique, cette guerre, l'aspect social également qui découle de la guerre, et également un point de vue de santé. On le voit surtout chez les jeunes, les chiffres n'ont jamais été aussi élevés. On le voit aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en France, au Danemark. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une urgence d'agir, finalement. Et en fait, on est toujours amené à faire les mauvaises choses. Et donc, on retourne toujours dans ce mode d'agressivité, ce mode d'agression. Et c'est là où la résonance s'arrête, finalement.
Et c'est là que j'aimerais parler d'un terme allemand, donc le terme aufhören, qui signifie arrêter, littéralement. Mais dans le aufhören, il y a aussi le terme écouter. Hören signifie écouter. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin. C'est cette écoute dans l'arrêt. Et c'est là où il faut se réorienter, réévaluer les besoins et cette résonance qu'il y a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la politique, de la société. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se demander, ce n'est pas que faire, mais plutôt justement reconnecter à l'écoute de nous-mêmes, de la nature, de la politique, de la société. Et il faut arrêter de vouloir faire. Il faut arrêter de vouloir faire. Merci, un grand merci. On va faire circuler des micros et puis prendre quelques questions. On va prendre plusieurs questions en même temps. En tout cas, un grand merci parce qu'on entend à travers tout ce que vous nous dites dans cette recherche ou espérance qui peut être la nôtre de désirer autre chose. On entend une proposition assez radicale en fait de changer de logiciel, de changer de paradigme, de changer et d'être d'abord et avant tout dans l'écoute. Donc il y a quelques micros qui vont circuler. On a un tout petit peu moins de temps que ce que j'avais pu annoncer, mais on va prendre des questions. Super là. Allez-y. Bonsoir, je suis cadre de santé dans un hôpital. Pour être en résonance, il me semble qu'il faut être suffisamment stable psychiquement, personnellement. Dans notre activité professionnelle, comment maintenir la résonance lorsque nos missions sont profondément fragmentées? Par exemple, lorsqu'on est en référence de 4, 5 structures et autant de personnes. Lorsqu'on est en référence de plusieurs structures et qu'on accompagne de nombreuses personnes. Comment est-ce qu'on fait pour rester en résonance alors que tout est fragmenté? On peut, ok. Bonsoir, merci pour ces propos. Je voudrais garder votre optimisme, mais je suis quand même assez inquiet face à la complexité de la situation. Et donc, plutôt que de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on va plutôt parler des trains qui arrivent à l'heure. Et je prends 3 exemples. Des promotions de grandes écoles de commerce et écoles d'ingénieurs agronomes, lors des remises des diplômes, ont signalé que les meilleurs ne souhaitaient pas rentrer dans un monde qui était structuré par le productivisme et puis par la destruction de la terre. Le deuxième exemple qui me laisse encore un petit peu d'optimisme, c'est le fait qu'il y ait des lanceurs d'alerte, qui sont des lanceurs d'alerte. Donc la deuxième, c'est qu'il y ait des lanceurs d'alerte et qu'il y ait aussi ce même principe qui est en train de se développer, ça sera la fin de ma question, dans le domaine des médias, puisqu'effectivement, il faut aussi, pour peut-être qu'il y ait résonance, qu'on soit informé, et justement informé, avec des médias qui se regroupent et qui font effectivement des enquêtes. Je pense des journaux comme Le Monde, comme le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui se regroupent pour faire des enquêtes sur des sujets importants, mais qui effectivement doivent affronter des principes du néolibéralisme. Et effectivement, c'est difficile. Bonsoir, monsieur.
Parmi les lieux que vous avez cités comme étant de possibles sources de résonance, il y avait l'hôpital, l'école. Est-ce que le monde culturel, artistique n'a pas aussi son rôle à jouer ? Je pense au regretté Bernard Stiegler, un philosophe français contemporain qui a pensé le travail, la technique, qui a mis fin à ses jours il y a 2 ou 3 ans, et qui disait que dès lors qu'il y a un acte créateur, non seulement c'est une façon de lutter contre l'entropie, mais aussi une manière de lutter contre l'aliénation. Voilà, création, que ce soit professionnelle, artistique. Est-ce que l'acte créateur, qui est un pas de côté, n'est pas aussi une manière de respirer ? Ah oui, je commence avec la dernière question. Je crois que la créativité, c'est en effet un moment de résonance, d'être en résonance avec les choses, mais pas toujours. Il est très difficile, création, être créative, et c'est une chose indisponible. Si on essaye de créer quelque chose, par exemple, moi-même, si j'essaie à écrire un article, un livre, quelquefois ça marche et quelquefois ça ne marche pas. Et il est impossible de le renforcer. Mais le problème est que la temporalité, que dans notre monde, il est très, normalement, jedes Mal sozusagen ist die Zeit knapp. Wir haben Fristen und Deadlines, wo wir Dinge abgeben müssen. Das heißt, selbst Kreativität wird in ein Korsett gespannt, in ein institutionelles Gefüge, wo dieses Moment der Respiration sozusagen und auch der Inspiration nicht mehr gelingt. Was richtig ist, wenn man von Bernard Stiegler spricht, die Zeiterfahrung in einem Resonanzmoment oder einem kreativen Moment ist eine ganz andere als die Zeiterfahrung, die wir normalerweise haben. In einem normalen Moment wie hier denken wir meistens an die Zukunft, was werden wir gleich essen oder wie wohl das Fußballspiel ausgegangen ist, an die Vergangenheit. Und in einem Resonanzmoment, dann sind wir vollständig in der Zeit und dann vergessen wir auch die Zeit. Vielleicht, ich stoppe hier. Donc merci, je vais essayer de répondre à la question. Cette notion de créativité, effectivement, vous avez raison, on a une résonance dans cette créativité, mais c'est ce que je lis aussi avec l'indisponibilité. Quand moi, par exemple, moi-même, j'essaie d'écrire des livres ou des articles, ça ne marche pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours. Tout simplement parce qu'on a cette notion de manque de temps. En fait, le temps est trop juste. On est toujours poussé par des dates butoirs, par des choses à faire. Donc notre propre créativité, notre propre inspiration, elle peut être compliquée des fois à gérer. Notre expérience avec le temps dans la créativité, en ce sens, elle est complètement différente de la résonance que j'expliquais, puisqu'on a toujours un peu on pense toujours à ce qu'on va faire aussi le lendemain ou à ce qu'on mangera le soir, par exemple. Donc la créativité, elle peut être un petit peu quelque part bloquée un peu par ça quand on la met en lien avec la résonance. Okay, und was den Pessimismus angeht, je suis optimiste parce que tu sais, ich stimme Ihnen zu, dass das Paradigma der Aggression ist überall, in den Grandes Écoles, in den Medien, in unserer ganzen Lebenswirklichkeit. Deshalb ist es ein Paradigma. Es scheint überall zu sein. Ja, Formen der Entfremdung und Formen der Manipulation und Formen des neoliberalen Zwangs, denen begegnen wir überall. Aber meine Hoffnung kommt daher, dass Menschen per se Resonanzwesen sind. Ja,
Sie wissen es und ich weiß es, dass es möglich ist, auf eine andere Weise zu leben. Daher kommt diese große Unzufriedenheit. Menschen sind verzweifelt zum Teil krank, zum Teil verzweifelt, ja, weil sie wissen, weil wir Resonanzwesen sind, wir haben es erfahren. Ja. Es gibt die Möglichkeit anderen in der Weltseins und die Medien, ich meine, wir wissen, dass ein Teil des politischen Problems durch soziale Medien kommt, ja, also durch Facebook und Instagram und all diese Dinge. Aber natürlich können sie auch eine Grundlage werden für eine andere Form, für eine resonante Form des Miteinanderumgehens. Ja, die Frage ist, wo der Paradigmenwechsel herkommt. Und da gibt es einen zweiten Grund für Optimismus. Der erste Grund ist, dass Menschen es gar nicht verlernen können. Wir wären keine Subjekte, wenn wir nicht resonanzfähig sind. Aber zweitens, also noch einmal, ich komme immer wieder zu dieser Einsicht, ein Fehler liegt darin, dass wir immer glauben, dass wir alles tun müssen, herstellen müssen. Wenn Sie an die großen Paradigmenwechsel in der Geschichte denken, ja, zum Beispiel wie es von der Steinzeit zur Bronzezeit gekommen ist oder so, oder von der Bronzezeit zur Eisenzeit, historische Epochen, ja, oder vom Mittelalter zur Moderne, das war nicht ein Plan, die Menschen haben das gar nicht gemacht. Ja, diese Paradigmenwechsel vollziehen sich durch unser Handeln hindurch. Das heißt, wir verzweifeln, wenn wir denken, ich muss mir einen großen Plan ausdenken, der die gesamte Welt verändert. Das wird nicht passieren, das können wir nicht. Ja, Veränderungen vollziehen sich zum Teil hinter unserem Rücken, wahrscheinlich zum Teil durch Krisen und durch Katastrophen. Aber wichtig ist, dass wir dabei einen Sinn behalten, wo wir hingehen, eine Vision einer besseren Welt. Sie haben das am Anfang gesagt. Und dafür kann uns Resonanz dienen, ja, nicht als Blaupause, als Plan, um die bessere Welt zu schaffen, sondern als eine Idee, wie wir bei jedem Einzelnen handeln, in welche Richtung wir Welt verändern wollen und unser Handeln verändern wollen. Oui, alors moi je suis plutôt optimiste, mais je suis quand même d'accord avec votre façon de voir les choses. En effet, quand on voit ce paradigme, on a l'impression que l'agression est partout, on la voit à l'école, dans les médias, on voit toutes les formes de manipulation, d'obligation, de domination qui existent. Mais moi je trouve de l'espoir dans le fait que l'homme est en soi un être de résonance. Et donc il est possible de voir le monde et de vivre d'une autre façon. Même si là, l'homme doute, puisqu'on a du mal à voir cette possibilité d'un autre monde, parce qu'on a l'impression que cet autre monde, on doit se faire un plan pour pouvoir en changer, qu'il faut se faire un grand plan et que d'un coup, on va changer de monde. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Quand on voit la différence entre le Moyen-Âge et le monde moderne, ça ne s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait pas à pas, et ça s'est fait dans le dos des hommes qui vivaient à ce moment-là. Et en fait, c'est exactement ça, le changement se fait dans notre dos et on a juste besoin de cette résonance comme une idée, comme un but, afin d'avoir cet objectif en face de nous, mais pas commencer à se dire qu'il faut absolument avoir un plan pour changer le monde, plutôt vraiment garder cet objectif devant nous et ça va se faire dans notre dos tout seul d'une certaine façon. Ok, merci. Vous travaillez au hôpital. Vous êtes responsable pour les structures. Oui, je comprends. Oui, c'est un problème. Mais c'est le même problème dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les universités. Ich denke, dass es möglich ist, an jeder einzelnen strukturellen Stelle auch den Resonanzsinn gegen die strukturellen Zwänge in Anschlag zu bringen. Es gibt kleine Handlungsmöglichkeiten. Also die Frage für Sie ist dann, wie kann ein Krankenhaus unter neoliberalen Bedingungen, dans les conditions néolibérales, comment devenir un hôpital résonnant? Il faut commencer avec l'idée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a des axes de résonance entre les docteurs
et les malades, mais aussi entre les docteurs et les Krankenpfleger, infirmiers, et entre les docteurs et les infirmiers et les malades, et entre les malades, mais entre l'hôpital et l'administration et les voisins, neighbors? Les voisins. Les voisins. Ich glaube, es ist wirklich möglich, da anzufangen, sich zu fragen, was sind die Momente, was sind die Stationen, in denen Entfremdung entsteht und was sind die Möglichkeiten oder die Momente, in denen Resonanz entsteht. Im Krankenhaus entsteht jeden Tag Momente der Resonanz entlang dieser Achsen. Und die Frage ist dann auch, wie kann Resonanz entstehen beim Essen, bei der Behandlung, bei den Besuchern und Besucherinnen, die hereinkommen. Wir können nicht auf einen Schlag das Ganze ändern, aber wir können an jeder Stelle den Sinn wecken, für was heißt es denn hier, in Resonanz zu treten. Und wenn Sie mit den Menschen dort reden, les infirmiers par exemple, reden Sie mit ihnen und fragen Sie, was sind die Momente, wo Sie Entfremdungserfahrungen machen, ja, nicht antwortende Strukturen, aber noch wichtiger, wo sind die Momente, wo Sie in Resonanz treten mit den anderen Angestellten, mit den Patienten, vielleicht auch mit sich selber. Und noch einige Gedanken. Ich habe eine Doktorarbeit in Erfurt, wo ich arbeite, betreut. Dort ging es um Resonanz in Schulen und es ist ähnlich, wie Sie gesagt haben. In Deutschland wird versucht, neoliberale Steuerung von Schulen zu erzwingen, ja, Parameter gesteuert. Und die Lehrer haben das gehasst. Sie haben gesagt, diese Zahlen, die wir da abliefern müssen, ja, die treffen nicht unsere Bedürfnisse und das, was wir tun. Und dann haben sie wirklich, die Studie hat gezeigt, die Doktorarbeit, da ist Resonanz entstanden im Widerstand gegen den neoliberalen Zwang. Ja, sie haben diese Parameter, können Sie das folgen? No? No, it's difficult. Yeah, okay. Il y a okay, ich werde es auf Deutsch machen. Ja. Also man kann gegen diese strukturellen Zwänge ankämpfen und gerade dabei Resonanzräume schaffen. Okay. Je pense qu'on peut avoir de la résonance dans chaque structure, mais dans le sens de petites actions. C'est-à-dire qu'il faut vous poser la question de comment est-ce que dans une période néolibérale, comment est-ce qu'on peut donner de la résonance dans les hôpitaux et ce genre de structure. Et donc là, il faut aussi se demander ce que c'est que la résonance et en fait, concrètement, quels sont les actes de résonance. Par exemple, entre les docteurs, les infirmiers, les patients, qu'est-ce qu'ils ressentent, eux, comme moment de résonance? Est-ce que c'est le moment où ils vont manger tous ensemble? Est-ce que c'est le moment où ils discutent avec l'infirmier? Est-ce que c'est le moment où ils font une pause café, peut-être? Et du coup, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui concrètement fait se sentir les personnes qui y travaillent et qui y sont soignées en résonance. Mais dans le sens vraiment de petites actions. Parce que là, il y a déjà tous les jours dans les hôpitaux des moments de résonance qui existent. Et donc vraiment, il n'y en a pas partout tout le temps parce que ce n'est pas possible, mais on peut le trouver dans ces petits moments de vie finalement. Et donc il faudrait demander aux infirmiers quand est-ce qu'ils se sentent au contraire dans une aliénation où vraiment ils sentent qu'ils ont qu'un problème, mais surtout il faudrait leur demander quand est-ce qu'ils se sentent en résonance, quand est-ce qu'ils se sentent bien, que ce soit avec les autres ou que ce soit même avec soi-même. Et il y a une étude, il y a eu un doctorat à Erfurt qui parlait des... Parce qu'en Allemagne, il y a eu ce moment où on a essayé d'imposer de façon néolibérale les écoles. Et les professeurs ont été complètement contre cet impôt, parce qu'ils avaient dit que ce ne correspondait pas du tout aux besoins actuels qu'ils avaient. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, l'étude a montré qu'il y a eu de la résonance dans cette opposition à cet impôt. Bon,
Grand merci. Je pense qu'on arrive à la fin de la soirée. Merci. Merci à vous. Et aux artistes. Merci. Un grand applaudisse pour les traductrices. C'était super. C'était vraiment une grande joie de pouvoir vous accueillir ici à l'UCO et ça fait des années qu'on parle aux étudiants de votre travail et qu'on lit avec les étudiants votre travail, que des collègues ici vous ont lu, travaillent avec votre œuvre. Donc vraiment un grand merci. La soirée continue. Il y a une table là en face qui est tenue par la librairie Lerio et puis où vous pouvez acheter des ouvrages si vous le souhaitez. Et puis il peut y avoir un moment d'échange, de dédicace, de signature. Voilà. Un grand merci. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Merci.